8h54 sur France Culture, l'heure de retrouver la boîte à lettres en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits à Paris. Chaque jour, nous lisons de manière pas si impudique, rassurez-vous, un fragment de correspondance, une lettre qui donne à comprendre un moment d'histoire. Aujourd'hui, François-Marie Arouet, que tout le monde connaît sous le nom de Voltaire, écrit à Henri Lambert d'Herbigny. La boîte à lettres par Cécile Guilbert. Bonjour Cécile. Bonjour. Infatigable épistolier, Voltaire est l'auteur de la plus prodigieuse correspondance de tous les temps. Parmi ses 21 000 lettres, une cinquantaine sont adressées à son ami et cadet de 15 ans, Henri Lambert d'Herbigny, marquis de Thibouville. Fils d'un conseiller au Parlement, ce dernier délaisse rapidement la carrière des armes pour celle des lettres. Passionné par le théâtre, il sert d'intermédiaire à Voltaire auprès des acteurs qui jouent ses pièces. Il tient à l'occasion le même rôle avec ses éditeurs. La missive que le philosophe lui envoie de Potsdam, le 24 octobre 1750, n'est pas la moins remarquable du lot. Il a fallu plus d'un siècle pour en retrouver les 4 feuillets autographes. L'année 1750 marque une étape importante dans la vie de Voltaire. 1 an après la mort de sa chère Émilie du Châtelet, avec qui il a vécu pendant 15 ans, il rejoint en juillet la cour de Frédéric II de Prusse. Quelques beaux esprits français y rivalisent déjà. Le savant Maupertuis, le philosophe Lamétrie, et l'écrivain Boyer d'Argence. Imitation de Versailles où le français est la langue officielle, le château de Sans Souci porte bien son nom pour Voltaire. Nommé aussitôt chambellan du despote éclairé, le philosophe est aux anges. Courtois et gai, il aime le luxe, les plaisirs de la table et la conversation qu'il considère, avec le théâtre, comme l'une des formes les plus abouties de la civilisation. Magnifiquement logé dans l'appartement du maréchal de Saxe, il travaille 2 heures par jour avec le roi qui l'aide dans ses œuvres. Son crédit est si grand que les princes de la famille royale et les plus hauts dignitaires prussiens lui demandent audience. À croire que 2 souverains règnent à Potsdam. Mais hélas, ce paradis ne dure pas. 1 mois après l'envoi de cette lettre, Voltaire est pris dans l'affaire Hirschel, du nom des 2 hommes d'affaires juifs avec lesquels il spécule sur un emprunt d'État de la Saxe, avant de porter plainte contre l'un d'entre eux. Il gagne son procès, mais Frédéric est furieux. D'autres brouilles précipiteront son départ définitif en mars 1753. Non seulement je suis un transfuge, chère Catilina, mais j'ai encore tout l'air d'être un paresseux. Je m'en excuserai d'abord sur ma paresse en vous disant que j'ai travaillé à Rome sauvée, que je me suis avisé de faire un opéra italien de la tragédie de Sémiramis, que j'ai corrigé presque tous mes ouvrages, et tout cela sans compter les temps perdus à apprendre le peu d'allemand qu'il faut pour n'être pas acquis en voyage, chose assez difficile à mon âge. Vous trouverez fort ridicule, et moi aussi, qu'à 50 ans, l'auteur de la Henriade s'avise de vouloir parler allemand à des servantes de cabaret. Mais vous me faites des reproches un peu plus vifs que je ne mérite assurément pas. Ma transmigration a coûté beaucoup à mon cœur, mais elle a des motifs si raisonnables, si légitimes, et j'ose le dire si respectables, qu'en me plaignant de n'être plus en France, personne n'en peut m'en blâmer. J'espère avoir le bonheur de vous embrasser vers la fin de novembre. Catilina et les ducs d'Alençon les recommanderont à vos bonnes grâces dans mon grenier, et les nouveaux rôles des Roms sauvés arriveront à ma nièce dans peu de temps. Je n'attends qu'une bonne occasion pour les lui faire parvenir. Comment puis-je mieux mériter ma grâce auprès de vous que par 2 tragédies et un théâtre? Nous étions faits pour courir les champs ensemble, comme les anciens troubadours. Je bâtis un théâtre, je fais jouer la comédie partout où je me trouve. À Berlin, à Potsdam, c'est une chose plaisante d'avoir trouvé un prince et une princesse de Prusse, tous 2 de la taille de mademoiselle Gossin, déclamant sans aucun accent et avec beaucoup de grâce. Mademoiselle Gossin est à la vérité supérieure à la princesse, mais celle-ci a des grands yeux bleus qui ne laissent pas d'avoir leur mérite. Je me trouverai en France, on ne parle que notre langue. L'allemand est pour les soldats et pour les chevaux. Il n'est nécessaire que pour leur route. En qualité de bon patriote, je suis un peu flatté de ce petit hommage qu'on rend à notre patrie, à 300 lieues de Paris. Je trouve des gens élevés à Königsberg qui savent mes vers par cœur, qui ne font pas de jaloux, qui ne cherchent point à me faire des niches. À l'égard de la vie que je mène auprès du roi, je ne vous en ferai point le détail. C'est le paradis des philosophes. Cela est au-dessus de toute expression. C'est César, c'est Marc Aurèle, c'est Julien, c'est parfois l'abbé de Chaulieu avec qui on soupe,
C'est le charme de la retraite, c'est la liberté de la campagne avec tous les petits agréments de la vie qu'un seigneur de château qui est roi peut procurer à ses très humbles convives. Pardonnez-moi donc, mon cher Catilina, et croyez que quand je vous aurai parlé, vous me pardonnerez bien davantage. Dites à César les choses les plus tendres, gardez avec cela une force inviolable. Cela est de conséquence. Bonsoir, je vous embrasse tendrement. La boîte à lettres, Cécile Gilbert, réalisation de Laurence Millier, lecture de Michel Dargent. Merci à toute l'équipe des Matins d'été de France Culture. Delphine Lemaire